Bonjour, je suis Laurent Sabat, cardiologue. On va aujourd'hui faire la deuxième conf de cardiologie de D4 avec des dossiers longs reprenant l'ensemble des connaissances de la cardiologie pour l'ECN. Le premier dossier, un homme de 60 ans se présente aux urgences de votre hôpital pour une douleur thoracique, donc le point d'appel clinique, le signe fonctionnel, de repos ayant cédé en quelques minutes. Il a déjà présenté ce type de douleur depuis quelques semaines, mais exclusivement à la marche en côte et cédant rapidement à l'arrêt de la marche. À l'arrivée, il est asymptomatique. L'électro réalisé est normal, donc en dehors de la douleur. L'examen clinique est normal et les constances également en dehors d'une pression artérielle un petit peu élevée. Donc déjà à l'interrogatoire, un patient légèrement âgé, donc premier facteur de risque cardiovasculaire. La douleur de repos suivant des douleurs d'effort, donc probablement un angor d'effort qui se déstabilise, et un bilan post-critique négatif. Première question, quels éléments de l'interrogatoire peuvent orienter vers une étiologie coronarienne aux douleurs ? Donc l'intérêt de ces questions est de faire revoir un petit peu la physiologie, les signes cliniques, les signes paracliniques des principaux symptômes cardiovasculaires. Ce genre de questions sont des questions qui sont à la mode dans les dossiers d'internat, où on ne vous demande pas simplement de connaître par cœur toutes les questions, mais de bien réfléchir sur les possibilités d'une cause par rapport à une autre en fonction du contexte. Donc ici, vont orienter vers une cause coronarienne plusieurs choses. En premier, le terrain, la présence de facteurs de risque cardiovasculaire, donc l'âge supérieur à 50 ans pour un homme, les antécédents familiaux précoces cardiovasculaires, donc moins de 55 ans pour les apparentés directs masculins et 65 ans pour les féminins, que ce soit des syndromes coronariens aigus, voire des AVC, et là, c'est un petit peu plus jeune. Ensuite, les facteurs de risque curables. Le plus important est le tabagisme, actif, voire passif. L'hypertension artérielle, dont la définition actuelle est la pression supérieure à 14,9 chez les non-diabétiques et non insuffisants rénaux, et sinon 135-80 dans ces populations plus à risque. Les dyslipidémies, donc celles qui sont athérogènes, l'hyper-LDL cholestérol ou l'hypo-LDL cholestérol. Les diabètes, quels qu'ils soient. Le surpoids, avec un BMI supérieur à 30 grammes par mètre carré. L'obésité, donc la traduction c'est le périmètre abdominal supérieur à 102 chez l'homme, 88 chez la femme. Et enfin d'autres facteurs de risque qui peuvent être plus discutés, la sédentarité, le stress, l'alcoolisme modérément et le dernier, un des derniers, le syndrome d'apnée du sommeil non appareillé. On peut aussi retrouver l'hypertrophie ventriculaire gauche. Donc ça c'était pour le terrain. Ensuite la douleur elle-même, est-ce qu'elle a des caractéristiques angineuses? Donc là il faut connaître la douleur angineuse typique, donc la localisation rétrosternale, le type en barre constrictive et en étau. Les formes atypiques, douleur épigastrique, brachiale, cervicale, etc. Ensuite, les irradiations de la douleur qui sont classiques, donc en général à la mâchoire, au bras, surtout au bras gauche, à la saignée du coude, ou voire des fourmillements dans les mains. Enfin, le caractère trinitrosensible de la douleur, donc une douleur d'angine de poitrine stable, on va dire, voire instable, est normalement trinitrosensible, alors qu'en cas de syndrome coronarien aigu avec sus-décalage du ST, la douleur est trinitro-résistante. Enfin, on retrouve, avant les douleurs de repos angineuses, souvent des douleurs d'effort, ce qu'on appelle l'angor d'effort, ce qui était le cas chez ce patient. Deuxième question, alors que vous l'interrogez, la douleur récidive. Vous enregistrez un électrocardiogramme percritique, donc ça c'est fondamental, interprétez cet électro et quel est le diagnostic pour l'épisode actuel. Donc il s'agit d'un électrocardiogramme de repos, 12 dérivations, le rythme est sinusal régulier à une fréquence de 300, 150, 100, 75 par minute, une onde P devant chaque QRS, tous les QRS sont précédés d'une onde P. L'axe des QRS est normal, avec des QRS positifs en D1 et globalement positifs en AVF. Pas d'anomalie de l'onde P, pas d'hypertrophie gauche ou droite. Un espace PR normal, des QRS fins. Il existe par contre une anomalie de la repolarisation avec en V1, V2, V3, voire V4, une onde T négative avec un micro sous-décalage du ST. Donc on reprend l'interprétation de l'électro, paire critique, rythme sinusal régulier, axe normal, onde PPR normaux, QRS fin, anomalie de la repolarisation de V2 à V4, discret sous-décalage et négativation de l'onde T. Il s'agit d'une ischémie sous-épicardique, voire lésion sous-endocardite si on considère le sous-décalage du ST, en antéro-septo-apical, en gros de V1 à V3. Le diagnostic clinique est celui de syndrome coronarien aigu sans sus-décalage du ST en antéro-septo-apical, chez un patient avec des facteurs de risque et ayant un angor stable récent. On peut bien sûr toujours utiliser l'ancienne nomenclature, parler d'angor instable, mais c'est bien accepté maintenant, on peut vraiment parler même à l'internat de syndrome coronarien aigu. La question suivante, quel traitement médicamenteux allez-vous débuter et dans quelles conditions? Donc le premier traitement, ça va être évidemment l'administration d'un dérivé nitré par voie sublinguale en traitement de la crise, donc à répéter.
Donc on utilise en général du Natisprey, 0,15 ou 0,30 ml, chez un patient en position assise, voire allongée, puisqu'il y a un risque d'hypotension aiguë. Il s'agit d'une urgence thérapeutique. Le patient va être hospitalisé en soins intensifs de cardiologie. La mise en condition standard avec le scope ECG tensionnel de la SAT, voie veineuse périphérique de bon calibre pour une hydratation normale. Ce n'est pas pour du remplissage, mais c'est pour passer les médicaments en intraveineux. Le patient doit évidemment être laissé au repos strict au lit. Les traitements du SCA, qu'il soit ST+, ou ST-, c'est quasiment la même chose. Donc d'abord, un traitement antiagrégant plaquettaire. Les dernières recommandations, c'est d'associer 2 voire 3 antiagrégants. Le premier, l'aspirine, qui peut s'utiliser en IV, un bolus de 500 ou Péros dans ce cas-là. Le clopidogrel en dose de charge, donc le Plavix Péros, 4 à 8 comprimés et normalement. Des nouveaux antiagrégants sont sur le marché que je vous ai cités pour mémoire. Et enfin, les anti-GP de B3A. Ils sont utilisés actuellement dans les ST- au moment de l'angioplastie dans les formes de plus mauvais pronostics, donc avec anomalie électrique, élévation de tropo et chez les patients diabétiques ou insuffisants rénaux. Donc pas systématiquement. Ensuite, l'anticoagulation efficace. Donc par rapport au ST+, on peut utiliser assez largement les HBPM en 2 injections par jour. On peut également utiliser d'autres anticoagulants, la bivaluridine, l'Arixtra, des antithrombiques d'autres types, mais dans certains cas seulement. De même, les HBPM sont contre-indiqués en cas d'antécédent hémorragique et en cas d'insuffisance rénale sévère, une clairance supérieure à 30. Autre médicament, on va utiliser des médicaments anti-ischémiques et anti-angineux. Le premier anti-ischémique pour éviter les récidives de douleur, c'est le bêta-bloquant. Donc le but du bêta-bloquant est d'avoir une fréquence cardiaque proche de 50 par minute pour diminuer les besoins en oxygène du myocarde et diminuer les risques de récidive d'angine de poitrine. L'anti-angineux va être le dérivé nitré, donc vasodilatateur artériel qui va permettre de lever un petit peu l'obstacle qui provoquait la douleur d'angine de poitrine. Compte tenu des antiagrégants, des anticoagulants, un protecteur gastrique. Et les autres traitements des cardiopathies ischémiques, statine IEC, vont être débutés sans urgence à la minute. On surveille le patient, donc ce traitement médicamenteux va permettre de calmer les symptômes et de le préparer à une coronarographie qu'il faudra programmer rapidement, mais sans urgence extrême. Quel examen invasif justement prescrivez-vous et dans quel délai? Donc il s'agit bien sûr de la coronarographie. La coronarographie va être réalisée à visée diagnostique, rechercher la sténose et thérapeutique, dilater la sténose responsable des symptômes. Ici par exemple, les symptômes électriques, les signes électriques sont en antérieur, donc ce sera probablement l'interventriculaire antérieur qu'il faudra traiter. Donc de nouveau, j'insiste, angioplastie de l'artère responsable des symptômes. Il faudra mettre un stent pour garder l'artère bien ouverte, donc si c'est possible, si le calibre de l'artère le parfait. Et les indications en fait de la coronarographie dans les syndromes coronariens, en urgence, c'est pour les ST+, évidemment, et en cas de ST-, si la douleur récidive ou ne passe pas, sous traitement médicamenteux bien conduit, celui qu'on a vu dans la question précédente. En semi-urgence à froid dans tous les autres cas, donc à partir de, on va dire, la 24e heure. L'angioplastie se fait sous anti-GP-bêta seulement dans les formes de plus mauvais pronostics, donc élévation de trop poids, anomalie électrique, diabète, insuffisance rénale, etc. Et donc je vous rappelle ici que d'autres anticoagulants peuvent être utilisés uniquement dans ce cas-là, à la place des HBPM. Question 5. Quel aurait dû être le bilan paraclinique non invasif au moment où le patient se plaignait de ses douleurs d'effort? Donc devant un angor d'effort, les dernières recommandations disent qu'il faut d'abord faire un bilan biologique avec dosage de la fonction rénale, recherche d'une insuffisance rénale, réalisation d'une NUM pour rechercher une anémie qui pourrait expliquer les douleurs, dosage de l'atropoline et des CRP seulement dans les formes les plus récemment apparues ou les formes qui s'aggravent, donc les formes un petit peu instables, et puis bien sûr le bilan des facteurs de risque. On dose les lipides à jeun, donc LDL, HDL, triglycérides et la glycémie à jeun. Ensuite, il faut faire un bilan non biologique, une radio, même si c'est souvent oublié, mettez-la systématiquement, l'électrocardiogramme de repos qui normalement en dehors des crises est normal, une échographie cardiaque transthoracique pour rechercher des anomalies de la cinétique, des dilatations hypertrophies anormales du cœur ou des valvulopathies pouvant donner de l'angor comme le rétrécissement aortique. Et enfin, il faut prescrire un test d'ischémie, un test non invasif ou invasif, c'est comme on veut, mais a priori non invasif. Le plus fréquemment, on commence par un test d'effort, si l'électrocardiogramme de repos est normal et si le patient peut réaliser un effort normal. Sinon, ce sera autre chose, on va voir les différentes possibilités. Donc les tests d'ischémie qui auraient pu être utiles, donc, on va les citer dans la question 6. Donc d'abord, le test d'effort simple, en absence de contre-indication. Donc les contre-indications, le patient ne peut pas réaliser l'effort. L'électrocardiogramme va être ininterprétable, bloc de branche gauche, HVG, syndrome de Wolff-Parkinson-White, etc., etc. On peut coupler ce test d'effort à une scintigraphie avec un traceur qui s'appelle le thallium, qui va se fixer sur le myocarde normal et qui va ne pas se fixer sur le myocarde en cas d'ischémie, en cas d'hypoperfusion de la zone.
Chez les patients ne pouvant pas réaliser un effort et non asthmatiques, on peut sensibiliser le thallium avec une injection de persentine qui va provoquer un vol coronaire, améliorer la perfusion des zones saines, diminuer la perfusion des zones atteintes. Chez les patients ne pouvant pas du tout pédaler, on peut discuter d'une échographie à l'effort ou à la dobutamine s'ils ne peuvent vraiment pas faire l'effort. Les limites, c'est l'échogénicité du patient. Et enfin, chez les patients les moins échogènes ne pouvant pas pédaler, il reste toujours la possibilité de l'IRM à la dobutamine de stress. Donc évidemment, en fonction du contexte, on va choisir tel ou tel examen. Question suivante, un coroscanner aurait-il été indiqué d'emblée? Quelles sont les recommandations, on va dire, les tendances actuelles pour la réalisation de cet examen? Donc les coroscanners sont des examens de plus en plus réalisés, mais dont les indications sont assez floues. Donc pour retenir des choses simples, il faut s'agir que c'est un examen qui n'est jamais en urgence, ce n'est pas un examen à visée thérapeutique, c'est à visée diagnostique. Donc chez des patients stables, non insuffisants rénaux ou après préparation et non allergiques à l'iode ou après préparation. L'intérêt du scanner, c'est sa valeur prédictive négative. Chez des sujets jeunes, sans nombreux facteurs de risque, sans calcification importante, un scanner coronaire normal correspond à une coronarographie strictement normale. Par contre, chez les patients plus âgés avec des artères calcifiées en cas de doute, c'est un mauvais examen. Donc là, chez ce patient, il ne fallait pas le réaliser évidemment, il faut aller directement au test d'ischémie et à la coronarographie si le test est anormal. Par contre, si la douleur est atypique chez le patient est jeune et si on ne veut pas réaliser de test d'effort par exemple, ou si le test d'effort est douteux, ça reste une excellente alternative. La question suivante, l'artère coronaire responsable du tableau a été traitée donc par angioplastie esthète. Quel sera votre traitement de sortie? Donc là, on va revoir les traitements de fond des cardiopathies ischémiques stables ou instables, mais pas le post-infarctus, mais c'est quasiment la même chose. D'abord, c'est une ordonnance à 100% à LD30. Ensuite, un médicament pour traiter la crise d'angine de poitrine en cas de récidive, donc le Natisprey 0,15-0,3, 1 à 2 bouffées sublinguales en cas de douleur, en position assise ou allongée, et en cas d'échec, appel du SAMU. Les antiagrégants plaquettaires, association pendant au moins un mois d'aspirine et de clopidogrel Plavix. Si c'est un stent actif, on les garde pendant 1 an. Si c'est un stent tenu, on les garde 1 mois. Et après, on en garde un seul, a priori l'aspirine. Ensuite, un anti-ischémique, le bêta-bloquant. L'objectif est une fréquence cardiaque la plus proche de 50 par minute. La statine est systématique pour un objectif de LDL à moins de 1 g par litre, 0,8-0,7 selon les futures recommandations. Les IEC ou ARA2 en cas d'intolérance aux IEC sont systématiques, quel que soit le degré d'ischémie et quel que soit le contexte du patient, sauf en cas évidemment d'hypotension artérielle franche. Et puis enfin, ne pas oublier la prise en charge globale de tous les facteurs de risque cardiovasculaire chez ce patient. On va revoir sur quelques examens d'imagerie les syndromes coronariens aigus sans sus-décalage du ST. Ici, ça va être la coronarographie d'un patient ayant un syndrome coronarien aigu en territoire inférieur, donc cathétérisme de la coronaire droite, premier, deuxième, troisième segment. Et ici, au niveau du deuxième segment, une sténose serrée, donc qui n'empêche pas le passage du sang, mais qui peut donner donc des douleurs angineuses. Donc l'artère n'est pas occluse, c'est un ST-. Ici, l'artère coronaire normale du patient après revascularisation. La sténose a disparu. Ici, un syndrome coronarien aigu en antérieur, donc qui pourrait tout à fait correspondre au patient. Ici, vous avez un cathétérisme du tronc commun, la circonflexe en gauche et l'IVA en bas, avec une sténose serrée sur le premier segment de l'IVA. Donc ici, il pourrait s'agir soit d'un ST-, soit d'un ST+, parce que l'artère est quasiment occluse. Et ici, l'artère après revascularisation, donc on voit cette fois-ci en haut, c'est pas la même incidence, parfaitement lisse. Les tests d'ischémie à réaliser, on commence par le test d'effort. Le test d'effort, s'il est faisable, donc il faut que le patient soit capable de réaliser l'effort et que l'électro soit interprétable. Donc vous voyez, il est installé sur un vélo qui va lui permettre de faire l'effort avec un degré de résistance au coup de pédale de plus en plus important. Le patient est scopé, un cardiologue surveille les symptômes et l'absence d'anomalie de la repolarisation sur l'électro. Et enfin, on va également surveiller sa pression artérielle et les troubles du rythme qui peuvent survenir. Cette diapo pour vous rappeler un petit peu tous les traitements à connaître dans le traitement de fond des cardiopathies ischémiques. Donc la thrombolyse, évidemment, c'est uniquement en phase aiguë d'infarctus. Donc vous voyez que son efficacité est variable. Les autres médicaments, les antiagrégants plaquettaires diminuent la mortalité de 20% après les ST+, les bêta-bloquants également de 20%, les IEC et les statines, on retrouve toujours cette zone de entre 15 et 30% pour leur efficacité. Donc il faut toujours prescrire tous ces médicaments aux patients porteurs de cardiopathie ischémique. Une image de coroscanner pour se faire une idée. Donc vous voyez par exemple ici à gauche qu'on a une reconstitution en 3 dimensions de l'aorte initiale, du sinus de Valsalva et de la naissance des coronaires. Donc on voit assez bien les trajets artériels. Par contre, c'est moins précis pour les sténoses sur les artères diffuses et les artères distales et surtout s'il y a des calcifications. Ici,
la coupe de scanner est centrée sur une artère avec un stent, donc on voit bien que le stent est perméable. Donc ça donne quand même des renseignements assez appréciables lorsque le scanner est bien indiqué. En conclusion, on a vu ici donc les syndromes coronariens aigus sans sus-décalage du ST, qu'on appelait avant encore instable. Dans cette catégorie, il y a les ST- avec tropo élevé et les ST- avec tropo normal. Ici, on ne parle pas de l'usage de la troponine. Donc bien connaître aussi les recommandations sur le bilan biologique et les tests d'ischémie dans l'angor d'effort. Les traitements de sortie des patients coronariens sont également à connaître. Avec un mot sur le coroscanner, nouvelle technique qui, à mon sens, à l'internat n'est pas encore à citer dans les dossiers puisque les indications ne sont pas encore très nettes. Des items, le 129 et le 132, facteur de risque cardiovasculaire, angine de poitrine, et enfin l'item 197 plus global sur les douleurs thoraciques aiguës.